Soyez le bienvenu à l'Eurométropolitanie Campus. Merci d'avoir bravé la tempête qu'il y a dehors pour rejoindre cet auditoire pour la cérémonie de clôture de ce projet Teach Transition. La transition numérique des métiers, de l'enseignement et de la formation, c'est une réalité. La crise sanitaire que nous avons vécue en 2020 et 2021 a poussé les professionnels du secteur à se pencher sur cette transition. C'est pourquoi l'Eurométropolitanie Campus, l'Université de Lille, l'Université de Mons, Technofuturtic se sont associés depuis presque 3 ans maintenant pour travailler ensemble à la création d'un nouveau certificat universitaire valable tant en France qu'en Belgique, valorisable en France et en Belgique, sur la transition des métiers de l'enseignement. Ce projet et ce travail a donné naissance à NUMEFA. C'est la base du projet Teach Transition, un projet Interreg porté par l'Eurométropolitanie Campus en tant que chef de file. Et donc, il était tout à fait normal de laisser introduire cette cérémonie de clôture par le président de l'ICampus. Je vous demande d'accueillir Monsieur Rudy Demotte. Bonjour à tous et d'abord la bienvenue malgré ce temps qui n'est pas très agréable, mais je suis sûr qu'on va passer entre nous de bien meilleurs moments. Vous remercier pour votre présence à cet événement de clôture et vous dire que c'est un plaisir pour nous d'avoir été un agrégateur de talents, ce qui est le cas dans un domaine qui nous est sensible parce que je pense que le numérique, et c'était un sujet de discussion que nous avions dans une réunion précédente, a souvent été examiné sous l'angle de la technologie pure, des outils, alors qu'on sait très bien que l'anthropologie du numérique, la pédagogie du numérique, les relations humaines et sociales dégagées du numérique sont au cœur du réacteur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce type de projet qui donne sens et qui se construit par devers les frontières est effectivement exemplaire. Donc, c'est la raison pour laquelle je commençais par vous remercier pour votre investissement et surtout vous souhaiter de poursuivre. Parce que même si aujourd'hui on arrive à un point d'aboutissement, c'est aussi des pierres qu'on a pu poser sur le sol et qui balisent des actions futures. J'espère effectivement qu'on poursuivra dans le domaine de la construction des modèles pédagogiques, des référentiels, pas seulement en application dans le domaine de l'enseignement, mais également dans le domaine de l'économie, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui l'interface du numérique a une importance absolument essentielle dans la construction des métiers d'avenir. Je sais que c'est quelque chose que l'on dit partout maintenant et qu'il est usé de le dire, mais c'est un peu comme dans ces réunions de famille où on n'ose plus se répéter des choses fondamentales, on regrette de ne pas les avoir dites quand il est trop tard. Alors, il est encore temps de le répéter. Je pense que vous êtes aujourd'hui des acteurs essentiels et pour ça, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais laisser le programme se poursuivre. En tant que leader que nous avons été, je parle de l'e-campus, de la mise en place de ces projets, un mot final. Merci encore. Merci, Monsieur le Président. Donc, depuis 3 ans, il y a un travail conséquent qui a été fait. Les objectifs qui étaient fixés dans la fiche projet déposée auprès d'Interreg ont été rencontrés. Et donc, on va parler maintenant de Teach Transition lors de cet événement de clôture. Finalement, qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans? On va parler design de formation, on va parler COP pour communauté de pratique, on va parler du parcours NUMEFA, bien entendu, avec les acteurs principaux de ce projet Teach Transition. Et je vais leur demander de me rejoindre sur ce plateau pour pouvoir présenter les différentes parties de ce projet Teach Transition, vous présenter ce à quoi on est arrivé et ce que ça va permettre de développer par le futur. Je vais vous demander de les accueillir avec moi. Tout d'abord pour l'Université de Mons, Monsieur Bruno Lelièvre, et qui est accompagné de Pauline Marchal. Pierre-André Caron, qui est professeur de l'Université de Lille.
Pour Technofuturtique, le manager innovation éducation, Monsieur Pierre Lelion, il est accompagné de son technopédagogue, Jonathan Ponsard. Ingénieure d'études en éducation et didactique de l'informatique, elle vient de l'Université de Lille, Marielle Léonard. Je pense n'avoir oublié personne. Elle est là. Excuse-moi, Sabrine aussi, qui est professeure de Lumon, spécialiste en ingénierie pédagogique et numérique éducatif. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vais vous donner peut-être un deuxième micro, ça sera plus simple pour commencer cette petite table ronde où on va parcourir finalement le projet Teach Transition. Qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans? Une réponse aux enjeux d'aujourd'hui et demain. C'est un peu le postulat de base pour ce projet Teach Transition. Et je pense que c'est Pierre-André Caron qui va commencer cette première partie de cet événement de clôture. Voilà. Alors, je vais commencer par vous raconter juste une toute petite histoire. C'est une histoire que j'ai entendue dans un podcast et qui relate l'histoire d'une personne qui a 80, 90 ans, 90 pour nos amis français, et qui est fan des musées. Et cette personne, pendant le confinement, souhaite aller au musée et bon, c'est compliqué. Et donc, à un moment donné, elle attrape le Covid et elle n'y va plus. Parce que voilà, la maladie faisant. Fin du Covid, elle retourne au musée et elle souhaite accéder à ce musée. Et la voilà dans l'impossibilité de le faire parce que on lui demande si elle s'est inscrite via Internet et si elle a la possibilité de pouvoir effectivement montrer qu'elle a son inscription. Et donc, on se retrouve là dans une situation où par la force des choses, le numérique s'est imposé dans toute une série de situations et peut-être parfois contre le gré des gens et parfois à leur détriment. Et c'est bien ça contre quoi on doit essayer d'aller aujourd'hui. Et donc, le constat qu'on a fait à un moment donné, c'est de se dire, les enseignants aujourd'hui, les personnes qui dans les sociétés, les personnes qui dans les entreprises souhaitent développer des compétences numériques pour, dans ce cas-ci, le cadre de formation, développer leurs compétences et permettre à d'autres individus de pouvoir bénéficier de ces formations. Enfin, voilà. A-t-on songé à tout ça? A-t-on songé à tout l'impact que ça peut avoir? A-t-on songé à toutes ces difficultés ou facilités que ça peut présenter? Et donc, l'objectif du projet, c'est vraiment comment on arrive à permettre à toute une série d'individus de pouvoir aujourd'hui, comment on peut faciliter cet accès à la transition numérique. Et le projet, il est basé sur cet aspect-là des choses. Avec une autre dimension sur laquelle on reviendra tout à l'heure, c'est vraiment partir du projet des individus, et ça me paraît quelque chose d'essentiel. Voilà, donc ça c'est pour le contexte par rapport auquel on va poursuivre la formation. Donc, les acteurs qui sont intervenus, l'université de Mons que nous représentons ici à plusieurs, l'université de Lille, Technofutur TIC, l'université de Lille représentée de diverses manières, Digital Wallonia qui est représenté dans la salle par Pascal Balancier qui est là, la Haute École Condorcet qui est un des partenaires Haute École au niveau belge qui intervient. Et donc l'idée c'était vraiment que de façon transfrontalière on puisse agir de façon commune pour pouvoir répondre à ces questions qu'on a pu évoquer dans la partie précédente. Donc voilà, des partenaires qui maintenant, depuis 3 ans bientôt, puisque ça se termine fin décembre, œuvrent ensemble à cette réflexion qui a mené à, d'une part, le développement d'un référentiel et puis d'autre part, à la formation qui est d'une part un certificat universitaire au niveau belge et un diplôme universitaire au niveau français. Justement, Pierre-André Caron, donc de l'Université de Lille, le design de la formation, son référentiel, ses principes, dites-nous tout. Non, c'est pas c'est la professionnalisation. Donc c'est l'idée derrière ce projet, c'est de dire, comme l'a expliqué Bruno, c'est d'adresser un besoin de professionnalisation dans le domaine des TIS. Et depuis plusieurs années, on fait quand même le constat que aborder
ce problème d'apprentissage des TIS et des compétences de TIS uniquement par la formation, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et surtout qui pose l'institution dans une posture un petit peu contradictoire où elle pousse à la formation tout en ne reconnaissant pas cette formation par des avancées professionnelles, salariales, sociales, etc. Donc, un des postulats de départ du projet, c'est de se dire que on ne va pas construire un dispositif de formation, on va construire un dispositif de professionnalisation. Et donc, on va aborder le problème des compétences TIS par la professionnalisation. Alors, la professionnalisation, c'est ce que vous aviez sur l'écran précédent. Ça n'est pas uniquement les TIS, bien sûr. Et donc, ce sont d'abord des compétences individuelles, c'est la mise en réseau de ces compétences individuelles, c'est la construction auprès de ces personnes qui se constituent à partir d'un certain moment en réseau, de leur construire avec eux, en fait, un recueil des savoirs de la profession, leur donner les moyens de certifier cette profession et, à terme, leur donner les moyens, bien sûr, de la reconnaissance sociale, salariale et institutionnelle. Alors, là, si on s'intéresse dans le cadre de la professionnalisation et dans le cadre du projet TIS Transition, eh bien, à chaque fois, vous voyez, tout ce que l'on a fait, toutes les parties bleues, ce sont ce que nous mettons en œuvre, en fait, dans notre dispositif. Recenser, valoriser les pratiques innovantes. Nous demandons aux apprenants d'aller chercher autour, dans leur entourage institutionnel, professionnel, des personnes qui vont participer à la communauté. Favoriser la création et l'animation d'une COP, comité de pratique, et puis pour le partage de ces pratiques et donc la constitution d'une prise de conscience que finalement, eh bien, il s'agit d'une nouvelle profession. Construire et gérer un espace de partage où on va essayer de compiler les savoirs correspondant à cette profession, élaborer un référentiel, un outil de certification, les mettre en œuvre concrètement, et puis préparer, justifier, légitimer par la recherche l'action et un espace de reconnaissance sociale. Alors bien sûr, le dernier point, c'est là où on nous attend par rapport au projet, mais tous les autres éléments du projet, nous les avons parcourus dans le projet et nous avons essayé de constituer cette infrastructure qui essaye de construire justement cette professionnalisation. Donc maintenant, on va parler design. Alors maintenant, on va parler effectivement design. La grande difficulté du projet, c'est qu'on était parti sur cette idée que l'ingénierie de formation nécessitait de se repenser par rapport à ce qui se fait dans le design et dans les entreprises. Et donc, on a essayé de mettre en œuvre effectivement des éléments qui sont bien connus en ingénierie et en recherche, mais en parallèle à d'autres manières de travailler qui sont les manières du design, le design sprint, ce genre de choses. Avec la difficulté de devoir faire ça au temps de la pandémie. C'est-à-dire qu'on a commencé le projet et du jour au lendemain, on avait prévu des séminaires où on allait mettre les gens dans la forêt et commencer à travailler des design sprints d'une semaine et qu'on leur donnerait à manger des vers de terre. Ça n'a pas marché parce que tout ça, c'était chez les personnes. Et donc, il a fallu à ce moment-là se dire, être confronté justement aux mêmes problèmes que sont confrontés nos propres apprenants et se dire, ce projet, il va falloir qu'on le mène par le numérique. Et donc, tous ces éléments de design sprint et tous ces éléments qu'on met en œuvre, il va falloir qu'on l'en fasse, qu'on puisse le faire via du numérique. Et on a réussi donc à mener, donc je vous ai mis 4 institutions, bien sûr, les questionnaires, les entretiens, le macro-design avec des design sprints d'une semaine où les gens étaient convoqués à 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, intégralement à distance, en distance synchrone, en utilisant des outils comme Miro, comme Zoom et Discord pour réussir à construire justement ces phases de design, des méso-design avec des approches programmes où on a dû travailler en fait des expérimentations, ce qu'on appelle les expérimentations en aquarium, mais d'habitude les expérimentations en aquarium, c'est dans une salle avec une quarantaine de caméras qui filment, quoi. Et là, il fallait le faire chez les gens avec les webcams. Donc, tout ce travail qui a été mené, un benchmark des référentiels existants,
une expérimentation d'une COP et un design en situation écologique longitudinal pendant près de 3 ans. Voilà, en fait, tous les éléments qui font partie de cette orientation et de cette recherche orientée pour la conception. Je parle devant Eric Sanchez qui est bien sûr, qui travaille sur la recherche orientée par la conception. Voilà. L'objectif final, un référentiel de compétences? Alors, je ne sais pas si c'est à moi d'en parler, mais je peux en parler. Effectivement, là, on entre dans certains des éléments qui ont marqué ce projet et des productions qui ont marqué ce projet. Donc, derrière le référentiel de compétences, il y a un travail auprès de benchmark, auprès de tous les référentiels existants. Il y a également un travail auprès d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur la définition des métiers que pourraient exercer les personnes qui suivent notre formation, qui ont essayé d'imaginer pour chacun de ces métiers les compétences qui seraient mobilisées dans ces métiers, qui après ont classé ces, je crois, 120 ou 130 compétences en 4 domaines, et ça nous a amené à cette production, qui est une production qui a été validée par tous les partenaires du projet, qui est le référentiel, en fait, de la formation du MEFA. Si je comprends bien, finalement, ce référentiel, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg de tout le projet de transition? Oui, dans le projet de transition, dès le départ, on s'est dit qu'on aurait une approche par compétence et pas une approche programme comme on peut avoir dans les approches de type formation. Et donc, l'idée, c'était de essayer de voir de quelle manière les projets professionnels individuels et collectifs, eh bien, pouvaient amener des éléments de preuve par rapport à la mobilisation de ces compétences et que l'on avait définies dans le référentiel. Alors, je vous avouerai qu'au départ, on part d'une construction un peu imaginaire sur les fameux métiers qui ne sont pas forcément toujours exercés. On essaye de définir quelles sont les compétences qui correspondent à ces métiers. Et puis après, la première année, les projets arrivent et on essaye de voir comment on va pouvoir faire correspondre les projets qui nous sont proposés avec ce référentiel. Alors tout bouge un petit peu, les projets bougent et puis les référentiels évoluent également d'année en année. Et on termine par une animation d'une COP. Alors c'est pas la COP 27 ou 21 ou c'est la communauté de pratique, peut-être du côté de Technofuturtique ou de l'UMONS. Bon, on va le faire ensemble, oui. On l'a lancé ensemble, la COP, c'est ça qui est assez amusant. En novembre 2020, on a lancé un atelier qui était bâtissez notre COP, et je vois que dans la salle, il y en a qui ont participé à cet atelier. Et on a vu qu'il y avait déjà de l'engouement, il y avait une 30aine de participants, je pense, quand on l'avait lancé. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de mettre en communauté, en relation, les personnes qui gravitaient autour du projet de Teach Transition. Oui, l'idée c'était qu'on puisse se réunir pour voir si certains d'entre nous ne rencontrions pas des solutions qui nous posent problème dans l'exercice de notre métier, et si ensemble on pouvait en discuter pour voir si, avec l'intelligence collective, on ne pouvait pas aller au-delà de ça et trouver des solutions, et surtout créer des livrables, ce qu'on appelle des livrables, qui nous aident à traiter la thématique et à être partagés, diffusés auprès de la communauté d'enseignants et de formateurs qui gravitent autour du projet, mais aussi les autres. Oui, donc en gros, on se retrouve 3 séances, et pendant les 3 séances, on va co-construire et essayer de délivrer un résultat et une problématique qu'on a choisi tous ensemble. Et comme Sabrine vient de le dire, la force, c'est vraiment l'intelligence collective, c'est le fait de rassembler des enseignants, des personnes qui sont en lien avec l'éducation, des formateurs autour de thématiques qui leur parlent, et de co-construire ensemble. Si on peut mettre quelque chose en avant aussi peut-être, c'est qu'on était parti de cette idée de créer une communauté de pratique sans trop savoir où on allait, où on se disait on va se réunir, voir ce que ça donne. Au début, on était entre 20 et 30, comme Jonathan l'a dit, et aujourd'hui, dans la base de données de la COP, on est plus de 150 inscrits, plus la COP française, on verra juste après, qui s'est ajoutée. Et donc, on est content de voir, après 2 ans et demi, 3 ans, que la COP existe toujours, qu'elle continue de grandir et qu'on arrive à s'apporter des solutions, à échanger et à produire des choses ensemble. Finalement, c'est l'expérience vécue au sein de la COP qui a donné la destinée à la COP? Oui, en partie, oui. Et on a peut-être zappé le lien avec le NUMEFA aussi. C'est peut-être ça le plus important. C'est que les personnes qui s'inscrivent dans le parcours du NUMEFA ont un rôle actif à jouer dans cette communauté.
Donc en même temps, ils participent aux échanges avec les différents participants, mais en plus, ils développent des compétences d'animation, de gestion de communauté. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà, c'est un peu le schéma de notre communauté de pratique. Donc au début, vous voyez qu'on était 33 à la fin de l'année 2020-2021, de l'année académique. Donc, puis on est passé à une saison 2 où on a encore grandi, une saison 3, et en fait les codes couleurs sont un peu les mouvements des personnes entre être membre et assister, entre faire partie de l'équipe organisatrice, coacher l'équipe organisatrice. On voit que on prend des rôles différents à certains moments de l'organisation des cycles, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se dit c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont ni équipe organisatrice ni coach. Tout le monde peut prendre ce rôle et venir en aide des autres à certains moments de la COP. Chacun apporte ses compétences C'est à la ça. bonne place. C'est ça. Hubert, on va parler maintenant production de livrables. C'est Marielle Léonard qui en parle. C'est toujours vous sur la COP ici. Oui. Ce sont quelques exemples de ce qu'on a produit pendant la communauté. Oui. Donc un livrable sur la motivation des élèves à distanciel, comment différencier, comment réunir parents, écoles. Et là, à l'heure actuelle, on discute fracture et inclusion numérique. Donc à chaque fois, il y a une production qui est livrée à la communauté élargie, on va dire. Ce qui est intéressant, et peut-être pour les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est que effectivement, ce sont des productions dont on peut s'inspirer aujourd'hui encore et qui sont disponibles. Tout à fait. Sous licence Creative Commons, c'est donc disponible via le site teachtransition.eu. Donc tout est disponible. Il y a aussi sur les tables à l'extérieur des petits flyers avec les coordonnées de la COP si vous voulez en savoir plus, et notamment la Google Classroom sur laquelle se trouvent toutes ces productions également qui sont disponibles si vous en avez besoin. Pour conclure sur cette COP, aujourd'hui, voilà, moi je la découvre. Est-ce que je peux la rejoindre? Oui et non. Ça dépend comment. On a limité un peu les accès à l'heure actuelle, mais on va réouvrir pour le prochain cycle. On essaye de la gérer progressivement pour ne pas avoir un flux trop important à devoir gérer, quoi. En tout cas, entre les cycles, c'est possible de venir s'intégrer, mais quand on commence un cycle, on essaye de rester avec le même groupe pour qu'on puisse évoluer et avoir un produit fini à la fin du cycle, sinon c'est très compliqué à gérer. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Léonard, on va parler de l'informatique au sein de Teach Transition. C'est un peu les fondements de l'éducation. Alors oui, l'informatique au sein de Teach Transition, c'est pas forcément une évidence au départ, puisque les premiers constats, c'est dans le recueil de besoins au début du projet, des besoins en formation à l'informatique qui ont été très peu ou pas exprimés. Et par ailleurs, nous recueillons les représentations initiales autour du mot informatique dans nos formations à l'initiation à l'informatique pour les enseignants. Et ce qui ressort, vous le voyez sur le nuage de mots, l'informatique est massivement associée au mot ordinateur, mais mis à part là, donc c'est un flou sur ce que l'informatique recouvre et aussi un ressenti de complexité. Donc, à partir de ces constats, l'enjeu, ça a été de proposer des contenus d'informatique au sein de cette formation aux compétences numériques du projet Teach Transition, donc la formation NUMEFA. Donc, un premier enjeu, c'est de mettre en confiance, de lever ces obstacles, ce ressenti de difficultés par rapport à l'informatique. Et ensuite, c'est d'outiller les enseignants et les formateurs au concept de base de la science informatique, d'apporter une structuration du domaine qui puisse leur être utile dans leur pratique, d'apporter des repères didactiques, mais tout ça sans entrer dans une complexité technique de spécialistes, en restant abordable. Donc, l'informatique au sein du projet Teach Transition, c'est finalement une UE optionnelle, UE intitulée Fondement de l'éducation à l'informatique, ou pour faire plus court, UE d'informatique. Donc, cette UE est transfrontalière, elle est commune aux apprenants inscrits à l'Université de Lille et à l'Université de Mons. 10 apprenants issus des promotions Boulle et Papeur la suivent actuellement. La modalité est hybride,
3 séances en présentiel sont articulées avec une variété d'activités en ligne et un accompagnement de projets personnalisés. Donc les 3 séances en présentiel sont importantes dans notre démarche parce que lors de ces séances, on dissocie les concepts de base de l'informatique de la technologie qui les supporte. On aborde ces concepts via des activités débranchées et on réintroduit la technologie dans un deuxième temps. Pour ce qui est des activités en ligne, on s'appuie sur des environnements de programmation par bloc dont la prise en main est abordable par des débutants. Et on accompagne aussi donc les apprenants qui ont suivi cette UE dans la mise en œuvre d'aspects relevant de l'informatique dans leurs projets personnalisés. Le design de l'UE d'informatique a été itératif. Il s'appuie beaucoup sur des expérimentations régulières en milieu écologique et sur des travaux de recherche en didactique de l'informatique. Donc, de ce point de vue, 4 articles scientifiques ont été publiés dans des revues ou colloques depuis le début du projet Teach Transition. Voilà. Merci. Je vais me retourner vers les 3 personnes les plus proches de moi, Pauline Marchal, Bruno Lelièvre, Pierre-André Caron. Une démarche Pali portfolio avec, comme on l'avait expliqué en introduction de cette cérémonie, la valorisation tant en France qu'en Belgique. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée du portfolio, c'est vraiment de se dire qu'on évalue différemment et qu'on capitalise sur les productions que vont réaliser les différents participants. Alors, pourquoi fait-on ça? D'abord, pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, les compétences, ça se développe tout le temps. Donc, c'est quelque part la preuve que l'on peut faire d'un développement personnel qui se poursuit, qui s'incrémente, qui évolue. Et donc, on n'en reste pas à un stade, à un moment donné, on montre comment on évolue dans le cadre de l'évolution de ses compétences. D'autre part, il y a un autre qualificatif qu'on peut associer à cette manière de faire, c'est de quoi est-on fier? Et on a envie de montrer ce qu'on a fait, on a envie de le montrer, on a envie de le partager, et donc il y a cette idée de je suis content, heureux de partager avec vous une production que j'ai réalisée, et donc je pense que c'est important aussi que chacun ait l'occasion de valoriser ce sur quoi il s'est penché. Il y a un troisième aspect qui est essentiel dans le dispositif portfolio, c'est tout ce qui concerne la réflexivité. Ça veut dire que les individus qui, à un moment donné, vont décider de poster une information dans leur portfolio, eh bien, en fait, c'est aussi ce qu'elle leur apporte, comment ils y réfléchissent, comment ça s'inscrit dans leur parcours, comment ça leur permet de se dire que ils ont grandi quelque part en termes de compétences. Et le dernier aspect que je voudrais évoquer, c'est celui de la durabilité. C'est un terme un peu à la mode aujourd'hui. Mais quand on développe un portfolio, en fait, on peut, ça dépend un peu du support, mais on peut l'emmener avec soi. Et donc, ça veut dire que ce que l'on a fait à un moment donné, en fait, on peut le valoriser, le partager au-delà du temps de formation. Et donc, c'est quelque chose qui reste. Et pour toutes ces raisons-là, je vais pas reprendre tous les points qui sont là, mais ils les reprennent en partie. En tout cas, ils essayent de les synthétiser. Nous avons estimé que l'approche du portfolio était une approche qui correspondait bien à la philosophie d'ensemble de notre programme. Pierre-André, tu voulais ajouter? Oui, je voulais dire que au départ, en tant que chercheur, tu vois, on est séduit par des idées. Et je me souviens avoir travaillé dans les années 2010 autour de l'évaluation et en particulier l'influence que pouvaient avoir les ordinateurs dans l'évaluation. Et j'étais un peu catastrophé de voir que, eh bien, on utilisait l'informatique pour faire des QCM, pour faire des tas de choses et pour finalement faire des choses dont on avait déjà indiqué la mort dans les années 90. C'est-à-dire que si je cite Cardinet, évaluer sans juger, donc on est dans les années 90, on est avant l'ordinateur, et il y a eu énormément de travaux dans les années 90 autour de l'évaluation, et on a tendance à oublier tout ce qui s'est dit à ce moment-là. Et depuis longtemps, tu vois, j'avais cette idée que est-ce qu'on pourrait réintroduire cela à l'université ?
est-ce qu'on pourrait repenser l'évaluation? Est-ce qu'on pourrait imaginer, on voit bien à l'université, je sais pas, moi je suis dans un contexte tout à fait particulier où on me demande d'utiliser un logiciel Apogée pour mettre des notes qui va délivrer un diplôme, etc. Tu vois, on est dans des trucs complètement fermés. Est-ce qu'on peut revenir à ces travaux qui ont été menés? D'où cette idée de repenser l'évaluation au regard de ce que nous disaient les penseurs donc des années 90, proposer une évaluation formative mise à la disposition des étudiants, leur permettant d'évaluer eux-mêmes leurs compétences. Et puis l'évaluation ne peut que se concevoir qu'à la première personne. Les 4 critères que doivent respecter une évaluation non comparative, sans gabarit préétabli, descriptive, sans jugement de valeur. Est-ce que l'on peut construire un diplôme universitaire, un certificat universitaire, sur cette base-là? Et on était dans ce projet de recherche, et ça a été un peu notre ambition, en fait. Alors, on va voir qu'on l'a construit de façon différente dans le cadre du projet. Et donc, c'est ce qu'on voit là. Donc là, on a la solution qui a été proposée par l'Université de Lille, qui est donc de travailler sur un portfolio qui est en fait un site dans lequel on va amener les étudiants à décrire dans un premier temps leur projet, puis à mener un journal au jour le jour pendant toute l'année par rapport à leur projet, puis après à aller compléter sur une base thématique en fait les éléments de leur projet, appréhender, concevoir, appliquer, évaluer, réguler. Là, on s'est à peu près mis d'accord, tu vois, sur les 2 universités, sur cette approche-là vis-à-vis du portfolio. Par contre, nous en France, ça nous semblait intéressant d'aller travailler pour la reconnaissance des compétences, d'aller travailler sur un objet que nous utilisons beaucoup à la petite école jusque la 6e, qui est le carnet de compétences. Il faut savoir qu'en France, jusqu'en 6e, les élèves n'ont pas de notes et remplissent une sorte de 2 pages, qui est ce fameux carnet de compétences. Et on s'est dit, finalement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on va essayer de voir si cette manière d'approche, en fait, n'est pas transférable à des adultes en formation, et si on ne peut pas aller de ce côté-là pour la reconnaissance. Et donc, on a imaginé ce carnet de compétences numérique où les étudiants vont cocher en orange les compétences, donc la première colonne, les compétences qui, selon eux, sont mobilisées dans le cadre des travaux qu'ils ont menés dans la formation ou même avant. Et puis, on a l'enseignant qui va venir valider la colonne suivante, qui est la colonne qui va passer au vert la compétence, et après, on va bêtement compter les compétences qui sont travaillées. Alors, c'est tout l'intérêt de travailler dans un projet qui est un projet de recherche et qui nous permet d'explorer différentes cibles et de pouvoir voir après, finalement, eh bien, quelle approche est la plus intéressante. Donc, une démarche e-portfolio qui va s'articuler autour de rendez-vous individuels, on est d'accord des 2 côtés, la production d'un portfolio, l'élaboration d'un carnet de compétences pour la promotion française, et bien sûr pour tout le monde, la présentation de son projet. Et je vais donner la parole à Pauline qui va montrer comment c'est organisé côté belge. Oui, donc comme Pierre-André l'a dit, on a des modalités qui sont légèrement différentes pour l'évaluation. Du côté belge, donc Technofutur TIC et Lumons, on a décidé d'implémenter un système d'open badge qui permettent notamment l'évaluation par les pairs, donc au niveau des compétences, mais également l'auto-évaluation de nos apprenants qui demandent eux-mêmes des badges et donc qui estiment leur niveau de compétence. Alors ce système pour nous, il favorise vraiment la réflexivité, mais également la reconnaissance des compétences, la visibilisation, la visibilité, qui en fait, grâce au système d'open badge, peut être sorti du contexte certificat et montré au grand public, notamment, pourquoi pas, dans la recherche d'un emploi, dans la réorientation et dans la transition numérique. Alors ces badges, ils sont de diverses sortes, de diverses catégories. Ils concernent des apprentissages qui sont plutôt formels, comme des compétences, mais également informels, avec de la participation à des événements, l'animation d'une COP et du rôle qu'on peut prendre au sein de cette COP, mais également l'avancement, l'évolution dans son propre projet. Et alors, on a un petit badge supplémentaire qui est un badge selfie badge où les apprenants identifient eux-mêmes un apprentissage qu'ils ont réalisé grâce au NUMEFA et qu'ils souhaitent mettre en avant. Est-ce que quelque part, ces badges pourraient devenir un label pour les apprenants, pour leur profil?
Alors, un label, je ne sais pas, mais en tout cas, une manière de reconnaître leurs compétences et de les montrer au grand public, donc aux employeurs de manière générale. Et on est quand même dans cette démarche de reconnaissance et de certification grâce au badge. Alors, si j'ai bien compris, chacun participe, l'apprenant et l'enseignant, à la validation de compétences. C'est quand même l'enseignant qui a le dernier mot, non? Alors, au sein du NUMEFA, en tout cas du côté belge, on envisage l'évaluation selon 3 aspects. On a d'abord l'auto-évaluation, donc ce sont les apprenants qui s'évaluent eux-mêmes. On a l'évaluation par les pairs, où donc ce sont les apprenants du NUMEFA qui évaluent leurs pairs, mais également la validation finale, avec évidemment l'épreuve intégrée, si vous voulez, une sorte d'examen qui va concerner toutes les unités d'enseignement, où on a une validation par l'équipe encadrante du NUMEFA. Côté français, c'est la même chose, mais avec le carnet de compétences, c'est-à-dire que le carnet de compétences, il est rempli par les apprenants, il est éventuellement rempli également par les autres apprenants par rapport à l'apprenant, puisque les carnets de compétences sont publics, hein, et donc j'ai mon collègue et je peux aller lui dire, bah oui, mais tu vois, cette compétence-là, finalement, tu l'as validée et donc je lui valide en orange. En fait, tous les apprenants, eux, valident en orange. Et après, on est sur la même chose avec à la fin une validation. Alors, c'est pas une validation finale, c'est une validation au cours des fameux entretiens que l'on a individuels avec chaque apprenant, où à chaque fois, on refait le point sur l'ensemble des compétences qui sont mobilisées. Donc, c'est vraiment une approche qui est tout à fait semblable, mais par des moyens différents. Hein. Merci. Si je ne m'abuse, on va parler de la promotion ADA. Et c'est Sabrine, Jonathan? Oui. Il y en a dans la salle, hein, de la promotion ADA, qui sont présents. Donc la promotion ADA, c'était la promotion de l'année passée, qui était une promotion qui nous a permis de tester tous les outils qu'on vous a présentés là maintenant. C'était un prototype, on avait 15 participants. Donc l'idée, c'était vraiment de tester les ingrédients du NUMEFA en temps réel, avec une première équipe, qui est devenue une vraie promotion quand même à l'arrivée. C'est ça. Tu veux ajouter Je pense que c'est bon. Ils ont une attestation de participation quand même à la clé qu'ils ont pu valoriser cette année. Et alors, il faut savoir que les membres de la promotion ADA, pour certains, étaient membres de la COP à son tout début et sont actuellement toujours membres de la COP maintenant. Et donc, c'est chouette de pouvoir suivre leur parcours avant la formation et après la formation aussi. Et peut-être continuer à échanger pour parfaire cette formation. Exactement. Merci. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir parce que ça a vraiment été un travail non seulement conséquent, mais manifestement qui a répondu à des besoins et à des attentes. Et comme vous le signalez, il y en a qui sont dans la salle ici et qui pourront en témoigner. Je vais appeler Hubert Deschamps, qui est coordinateur de projet. Il y a 3 films en stop motion. C'était quelques exemples de la promotion ADA précédente. C'était pour montrer les différents types de projets. Donc ici, on avait une enseignante qui avait créé des fins différentes en stop motion d'une histoire. Donc ça, c'est l'exemple de projet que les participants mènent dans le parcours du NUMEFA. Les apéros numériques. Donc en fait, Alicia, qui est une apprenante du NUMEFA, avait pour mission de former ses collègues aux compétences numériques et aussi à des outils en fait qui sont disponibles dans l'école mais pas du tout utilisés. Et donc malgré ses efforts, elle n'avait pas beaucoup de succès sur ces temps de formation et donc elle a décidé de mettre en œuvre des apéros numériques sur le temps de midi, donc des micro-formations sur des besoins ciblés. Donc concrètement, elle demandait à ses collègues ce dont ils avaient besoin, quels étaient leurs besoins en termes de formation. Et alors, elle couplait ça avec des apéros sur le temps de midi. Et donc, c'était très efficace, rapide, et elle allait droit au but, et elle a réussi à mettre ça en œuvre. Et maintenant, elle a développé un projet autour de ces apéros numériques. Elle a une communauté en ligne, et donc elle forme de manière plus large que dans son école. Et donc, on est super content d'avoir accompagné ce projet l'année passée. Un vaisseau spatial dans Gatortown. C'est une participante qui a mutualisé toutes les ressources pour ses élèves dans un espace qui n'était pas fait pour ça au départ. Gatortown, c'est un espace essentiellement pour travailler en conférence, à distance, etc. Mais ici, elle l'a transformé, elle l'a utilisé pour créer des parcours apprenants à l'intérieur et déposer toutes les ressources pour que ses élèves aient accès à la totalité des ressources que leur propose. Oui,
3 et 4e primaire. 3 et 4e primaire, ouais. Et enfin, tu veux le présenter? Donc ça, c'est Kayane qui a créé une classe multisensorielle. C'était très intéressant parce qu'en fait, il a réinvesti un couloir de son école qui ne servait à rien. Et donc, il a dit, maintenant, je vais mettre des écrans, de la projection et on va favoriser ces apprentissages multisensoriels où les élèves sont vraiment plongés dans l'univers de la séance d'apprentissage. Par exemple, pour un cours de langue, ils sont dans un café à Amsterdam, on leur met un petit café à table, et donc ils parlent en néerlandais, et ils apprennent le néerlandais dans cet environnement auditif, gustatif, etc. Et c'est vraiment chouette, c'est aussi un chouette projet. Il y en a plein des chouettes projets. Désolée Virginie et Kevin, je ne sais pas si vos projets sont dans la liste, mais c'était super chouette aussi. On dépasse le numérique, là. Là, on est vraiment dans de l'immersif. C'est du numérique dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir. Et je vais demander à Hubert Deschamps, qui est donc coordinateur de projet à Helicampus et qui était un peu le coordinateur de ce projet Teach. C'est lui qui avait les tâches les plus ingrates, administratives, financières. Hubert, une conclusion. Et demain, on va peut-être en parler tout à l'heure. Oui, Sébastien, merci à tous. Déjà, c'est pas facile de prendre la parole après la présentation d'un projet parce que en tant que coordinateur, ce qu'on voit, c'est vraiment des gens qui sont brillants et passionnés et qui ont vraiment montré des choses qui sont impressionnantes. Vraiment, pour travailler dans le secteur de la formation, on voit ce projet est vraiment unique et je tiens à remercier d'abord tous les gens qui ont participé parce que c'était vraiment une belle aventure avec beaucoup d'émotions et c'est maintenant que ça termine. Mais en fait, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que demain, le projet Teach Transition ne s'arrête pas ici. Il n'y a pas, comme dans le Seigneur des Anneaux, la communauté qui se dissout et c'est la fin de l'histoire. Non, l'histoire continue de manière très concrète parce que nous avons, comme l'ont expliqué tous les intervenants, un parcours universitaire. Il y a 2 promotions qui sont là, la promotion Boulle et la promotion Papert, qui chacune dans leur diversité ont un fond commun, qui ont un avenir commun et ont donc le projet Teach Transition via le NUMEFA va continuer. Et d'ailleurs, voilà, ce sera un petit mot, c'est le NUMEFA. Très brièvement, en fait, c'est le côté concret. Et là, c'est ça qui est beau aussi dans ce projet, c'est qu'on peut avoir des projets où on se demande à quoi ça sert à part faire des livrables. Ici, c'est vraiment quelque chose de concret, de personnalisé, qui permet le développement économique des Hauts-de-France, de la Wallonie, et c'est quelque chose de vraiment important et qui est nourri aussi par la recherche. Donc, c'est vraiment un dialogue entre la recherche et l'éducation. Un dernier point, c'est que normalement, le projet s'arrête le 31 décembre 2022. Normalement, ici, il ne devrait plus avoir de lien entre nos partenaires. Mais ici, nous avons pris la décision, tous ensemble, de prolonger avec un accord de coopération où nous allons continuer à travailler au-delà de 2022, en 2023, en 2024 et encore plus loin pour promouvoir, oui, j'en suis sûr, pour continuer à promouvoir ce contenu, ce référentiel. Donc maintenant, je vous remercie et je pense que maintenant, c'est le moment de prendre un peu de hauteur avec Eric Sanchez que Sébastien va vous introduire. Merci Hubert. Et j'ai le sentiment que finalement le produit et l'objectif atteint avec ce projet Teach Transition, on ressent cette cohésion et cette envie de travailler ensemble et de développer de part et d'autre de la frontière. Et ben finalement, je me retourne, je ne sais plus qui est présent pour représenter Interreg, mais c'est l'objectif premier d'Interreg, c'est de réunir les compétences, les savoirs des 2 côtés de la frontière et de porter des projets communs. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre votre place. On peut les applaudir encore une fois.